Mais on voit aussi des usages qui relèvent de la triche, comme ça a été dit, dans le cas de la classe. L'IA bouleverse l'éducation, bouleverse les apprentissages. Aujourd'hui, on est tous un peu des cobayes, en fait. On ne le dit pas. Ce ne sont pas des techniques d'émancipation, d'apprentissage, ce sont des techniques de dressage en fait. Et plutôt que de mettre des IA qui soi-disant personnalisent, on pourrait peut-être embaucher tout simplement du personnel, des enseignants, des CPE, des AESH, des AED, etc., des humains en fait. On est capable de donner les moyens aux enseignants d'identifier encore mieux, peut-être encore plus facilement, les fragilités d'un élève ou au contraire les facilités de l'autre. Un enseignant ne peut pas aujourd'hui, ne sait pas traiter autant de données, suivre aussi bien la progression que ce que peut faire... voilà. Et encore une fois, on ne vise pas à les remplacer, les enseignants, on vise à soutenir leur pratique pédagogique. La rentrée scolaire approche à grands pas et les élèves de 4e et de seconde auront désormais une formation obligatoire à l'intelligence artificielle. Hier, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'une IA serait bientôt proposée aux enseignants pour les accompagner dans leur métier. Et en parallèle, selon le ministère, 80% des élèves, 20% des professeurs se servent d'ores et déjà de l'IA. Ces derniers font état d'un manque d'accompagnement et de formation. Alors question ce soir, question au pluriel même, comment l'IA va-t-elle modifier l'enseignement et l'apprentissage? Est-il vraiment impensable de se passer d'IA à l'école? Menace-t-elle le métier d'enseignant et menace-t-elle d'entraîner une marchandisation de l'éducation? Pour en débattre, 3 invités ce soir. Giada Pistilli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie spécialisé dans les dimensions éthiques de l'intelligence artificielle avec un accent particulier sur les agents conversationnels. Avec nous également Christophe Caillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au lycée, professeur d'histoire, co-responsable du groupe numérique au SNES FSU et co-auteur de l'ouvrage intitulé Critique au pluriel de l'école numérique. C'est aux éditions L'Échappée, ça a paru en 2019. Avec nous enfin Oriane Ledroit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale d'EdTech France, vous nous direz également de quoi il s'agit, et enseignante à Sciences Po Paris. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir. Je lui demande quand j'ai besoin d'aide pour faire mes dissertations de philosophie ou de français. Ça m'est arrivé de l'utiliser en fait pour corriger des textes, mais c'est des textes que j'ai déjà écrits à l'avance, c'est des choses que j'ai déjà fait moi. Pour reformuler les cours, mieux comprendre les notions qu'on n'a pas comprises. Quand il y a un mot que je comprends pas dans un livre ou quoi, il me le dit directement et il te mâche un petit peu le travail, le robot. C'est plus dans le but de tricher et de faire les devoirs non faits que dans le but d'aider et de s'informer. Parfois, il donne des informations fausses et donc il faut quand même vérifier si c'est ça ou pas. Commençons avec vous, Christophe Caillot, par tenter de dessiner un diagnostic. À quel point l'intelligence artificielle est-elle aujourd'hui entrée dans les classes, à la fois auprès des élèves, dans leur pratique, mais également auprès des professeurs? Alors déjà, il faut préciser qu'il s'agit essentiellement du problème des IA génératives, parce qu'il y a énormément d'IA. Et l'usage des IA génératives est devenu massif de manière fulgurante, finalement, parce que ces IA grand public, elles ont 2 ans et demi. Et pourtant, comme le disent ces élèves là qu'on vient d'entendre, ils en ont maintenant un usage qui est assez décomplexé. Mais en même temps, voilà, on voit, ils sont quand même conscients de ce qui se passe. Et ce qui interroge, c'est que ce qu'on voit quand on est professionnel du métier, et puis ce qui est dit par un certain nombre d'études en nombre croissant, c'est que ces usages des IA génératifs sont extrêmement problématiques au point de vue cognitif, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des courts-circuits dans les apprentissages. Un apprentissage, c'est un chemin, un parcours qu'on doit faire, assez long, semé d'embûches. Bon, des fois, on se trompe, il faut revenir en arrière, et puis voilà, courageusement, on continue. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Et les IA, et on l'entend ici, une élève dit « il te mâche le travail », quelque chose comme ça, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est non seulement le travail, mais en fait, ça nous empêche d'accéder au savoir, aux apprentissages. Vous dites un usage décomplexé, vous êtes professeur d'histoire-géo. Très concrètement, justement, lorsque vous enseignez l'histoire-géographie, comment cela se traduit-il, cet usage décomplexé des IA génératives ? Alors, déjà, j'ai oublié de le dire, mais je parle non seulement en mon nom, mais aussi parce que, vous l'avez dit, mais je suis au SNES FSU et je porte ici une analyse qui est une analyse collective, on va dire. Et ce qu'on voit, nous, au-delà de mon cas personnel, sont des élèves qui l'utilisent beaucoup pour le travail à la maison. Alors sur ça, on peut toujours s'ajuster, rediscuter de ce que ça veut dire, le travail à la maison. C'est déjà une question qu'on se posait depuis très longtemps d'ailleurs. Mais on voit aussi des usages qui relèvent de la triche, comme ça a été dit, dans le cadre de la classe. Je vous donne un exemple très concret. Dans mon établissement, en mathématiques,
un collègue circulait dans les rangs pendant un DS en maths. Un devoir surveillé. Un devoir surveillé, excusez-moi. Et en s'approchant d'une des élèves, il entend comme une voix métallique. Et il se rend compte qu'en fait, cette élève, derrière ses cheveux, avait caché des écouteurs et qu'elle avait, pendant qu'il avait le dos tourné, pris en photo l'énoncé du problème, l'avait envoyé à MathGPT, quelque chose comme ça, et MathGPT lui donnait la solution à l'oreille. Voilà, donc concrètement ce que ça peut signifier. Donc ça peut être des usages qui relèvent de la triche, qui interrogent éthiquement, mais plus fondamentalement, c'est une question de rapport aux apprentissages, même de sens des apprentissages, en les court-circuitant totalement, en les dévalorisant. Et puis au-delà, je pense, il faut interroger ça, parce qu'il y a des problèmes majeurs, c'est quasiment un problème anthropologique. C'est-à-dire que expliquer qu'on peut se passer d'apprendre dans la vie, c'est se passer de ce qui fait un peu le sel de la vie. Et quand on y réfléchit, qu'est-ce qui rend nos vies si agréables? Qu'est-ce qui fait qu'on est fier d'une chose? C'est notamment d'avoir appris des choses. On entend Auriane Ledroit dans ses propos une inquiétude fondée sur l'expérience, sans doute légitime. Est-ce que vous-même, justement, qui êtes à la tête d'EdTech France, donc vous représentez des entreprises qui sont engagées dans les technologies de l'éducation, est-ce que vous-même, vous partagez ces inquiétudes ? Alors, je pense que la question que vous posez dans cette émission est une question très juste, puisque l'IA bouleverse l'éducation, bouleverse les apprentissages. Quand on parle d'IA, on parle de deux choses différentes. On parle d'IA grand public, notamment les IA génératifs, qui sont conçus pour des usages grand public, donc qui ne sont pas conçus pour l'apprentissage. Et c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ces IA-là, elles ont percuté l'enseignement, elles sont rentrées dans les classes, elles sont rentrées dans les usages des élèves, et finalement, il y a des effets de bord, il y a des choses qui sont à prendre en compte. L'école doit sans doute évoluer, les enseignants à former, on en reparlera. L'exemple paroxystique, c'est ChatGPT, par exemple. C'est ChatGPT. Et il y a d'autres IA qui sont aussi dans les classes, mais qui ont été conçues à des fins éducatives et qui n'ont pas ni les mêmes impacts, ni les mêmes modèles technologiques, et qui sont, je pense qu'on y reviendra, utiles à des apprentissages qui sont plus stimulants, plus personnalisés, etc. Et puis peut-être pour réagir à la fois à ce qui vient d'être dit et à votre question, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que les IA génératives qui ne sont pas conçues à des fins éducatives emportent que des conséquences négatives. Au contraire, il y a un ensemble de littérature qui a été produite. Il y a eu d'ailleurs une recension qui a été faite récemment sur le site de AOC, du média AOC, par un chercheur à Sciences Po, qui montre très bien que, en fait, quand on considère l'apprentissage, qu'est-ce que c'est l'apprentissage? C'est 4 processus. C'est l'attention, la motivation, la cognition, c'est-à-dire le fait de retenir des informations, et la métacognition, c'est-à-dire l'avoir conscience de ce qu'on est en train d'apprendre. Et bien sûr, ces 4 processus-là, il y a à la fois des expériences et des expérimentations qui montrent des choses positives, et à la fois des expériences et des expérimentations qui montrent des choses négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend, comme toute technologie et comme tout usage de la technologie, ça dépend des contextes, ça dépend de l'accompagnement, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend des utilisateurs. Et par exemple, sur la motivation de l'apprentissage, est-ce qu'on veut encore apprendre? À la fois, ça peut décourager l'effort, c'est-à-dire qu'effectivement, ça produit le résultat que l'enseignant nous a demandé de faire, etc., le devoir. Mais ça peut aussi être un levier de motivation parce que ça va réduire le risque ou la peur de l'échec. Et ça, c'est central dans l'apprentissage. On a le sentiment, Giada Pistilli, quand on s'intéresse un peu à ces débats, justement, qu'ils sont mal circonscrits. Je pense notamment à certaines injonctions contradictoires. On va entendre de la part des pouvoirs publics, de la part du ministère de l'Éducation nationale notamment, l'idée selon laquelle il faut se méfier des écrans, il faut parfois se tenir à distance de ces nouvelles technologies. Et dans le même temps, on ne peut plus faire sans l'IA. Il faut former enseignants, il faut former les élèves. Alors justement, comment se placer, trouver sa juste place dans ces discussions? C'est toujours un discours assez nuancé. C'est vrai que je pense, de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas envie de rester un peu dans le passé et de vivre dans le passé, et donc de dire c'est une nouvelle technologie, donc on va juste démoniser. Je me souviens, comme on disait par exemple sur les jeux vidéo, on disait ça va créer juste des enfants violents, ou alors le début aussi de la télévision, on se disait voilà les nouvelles générations, quels vont être les impacts et tout, mais parce qu'on manquait de recul, et c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que c'est par crainte en effet de rester un peu vivre dans le
le passé, de se dire on peut pas faire comme si ça n'était rien et comme si elle n'existait pas. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'on manque de recul, comme je disais, pour pouvoir effectivement évaluer, aussi d'un point de vue scientifique et de recherche, quels sont les impacts sur le long terme de ce type de technologie. Sachant que c'est une technologie qui n'est pas parfaite et pour moi, c'est un milieu quand même assez sensible, le milieu scolaire. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche plutôt mitigée. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une technologie qui n'est pas parfaite ? Est-ce que ça existe d'abord une technologie parfaite, ou vous voulez dire simplement que c'est une technologie qui est à son début, que l'on est encore dans les prémices de ce que l'IA peut permettre, peut générer et peut même, accompagner ? Est-ce que ça existe une technologie parfaite ? Je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, quand on fait des maths, une calculatrice, normalement, elle ne fait pas d'erreur, alors qu'une IA, par son propre fonctionnement, donc de calcul statistique et de probabilité, il va forcément avoir des moments où il va avoir des erreurs. Et donc, c'est aussi un problème de confiance que, dans ce cas, les élèves vont avoir envers ce type de technologie. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est tous un peu des cobayes, en fait. On ne le dit pas, mais c'est une nouvelle technologie, on l'a dit souvent dans le passé, c'est un peu le Far West parce que, comme vous disiez aussi, on a envie de la mettre partout. Moi, je suis assez persuadée qu'à un moment, juste, on va se redimensionner et voir qu'est-ce qui vaut le coup de garder et qu'est-ce qu'il faut, au contraire, laisser aller. Les défenseurs de l'intelligence artificielle générative à l'école, Christophe Caillot, nous dit que c'est une formidable opportunité pour créer des parcours d'apprentissage, pour permettre à chacun d'apprendre à son rythme, à sa façon, à sa manière. Là où il est compliqué pour un enseignant de gérer une classe de 30 élèves, l'IA va permettre pour chaque élève d'être accompagné au bon moment. Comment vous accueillez cet argument ? Je l'accueille comme un argument marketing, en fait. Ils font leur publicité, ils ont un produit à vendre, ils expliquent que c'est un produit miraculeux. On nous le fait dans de très nombreux domaines de notre vie. Et le problème, c'est que ça ne correspond pas au réel. Ne serait-ce que le terme de personnalisation, qui est très souvent utilisé par les marchands d'IA, en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que pour qu'il y ait personnalisation, il faut qu'on reconnaisse une personne. Or, une IA, par définition, elle n'est pas elle-même une personne. Donc, elle ne peut pas personnaliser. Donc déjà, en soi, ça ne marche pas. Et en fait, ce qu'on voit... Vous voyez, en préparant cette émission, j'ai vu une vidéo, on est au début des années 50, si je ne me trompe pas, c'est Skinner, donc un psychologue qui a réfléchi aux apprentissages et il a inventé des teaching machines, des machines enseignées déjà à l'époque. Et c'est sidérant de voir cette vidéo parce qu'on voit, donc ça ressemble un peu à des gros ordinateurs, et on voit les élèves qui doivent rentrer des mots en fonction. Alors il y a une question qui est posée, et puis ils apportent une réponse. Si la réponse est bonne, ils passent à une question plus dure. Et si la réponse est mauvaise, ils refont le même type de question. C'est exactement ce que nous proposent les marchands d'IA aujourd'hui, en fait. Et ça, ce ne sont pas des techniques d'émancipation, d'apprentissage, ce sont des techniques de dressage, en fait. Et qui n'ont pas fonctionné. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui... Et en plus, il a exactement les mêmes arguments, Skinner, à cette époque. Il explique que ça va révolutionner, ça va permettre de gagner du temps. Regardez, il y a 35 élèves dans les classes, c'est formidable. Bon, la révolution, elle n'a pas existé. Et là, il y a une énorme imposture, parce que nous, ce qu'on dit aussi, c'est que 35 élèves, c'est ça le problème, en fait. C'est que plutôt que de mettre des IA qui soi-disant personnalisent et qui en fait appartiennent, on en parlera, à des technofascistes, posent des problèmes écologiques monstrueux, sont fondés sur le pillage des données, etc., plutôt que d'utiliser ces trucs-là, on pourrait peut-être embaucher tout simplement du personnel, des enseignants, des CPE, des AESH, des AED, etc., des humains en fait. C'est vous, Oriane Ledroit, la représentante dans ce studio des marchands d'IA. Alors est-ce que la personnalisation, puisque c'est le terme employé, est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? Alors, plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que les termes étaient assez durs. D'abord, non, c'est pas de la poudre aux yeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que c'est faire l'IA, et encore une fois, là, je parle au nom des entreprises qui utilisent les technologies à des fins éducatives. Je ne suis pas la représentante d'OpenAI, je ne suis pas la représentante de Mistral. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des données, des quantités de données qui ont été produites, et on est capable de comprendre là où tel élève, par exemple, quand il est en train d'apprendre à lire, là où tel élève va buter, sur quel mot il a du mal qu'il a du mal à lire, sur quel ensemble de mots il comprend ou pas le sens, etc. Et on est capable, et c'est là où je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit, on est capable de donner les moyens aux enseignants et pas de les remplacer. Donner des moyens aux enseignants
d'identifier encore mieux, parce que en effet, pour la plupart, ils savent faire, mais encore mieux, ou peut-être encore plus facilement, les fragilités d'un élève, ou au contraire, les facilités de l'autre. Et donc, de lui permettre de se concentrer à un moment donné sur l'élève qui va avoir des difficultés, et laisser celui ou celle qui n'en a pas avancer plus vite, ou au contraire, faire l'inverse. Et ça... Donc personnalisé. Oui, différencié, personnalisé, peu importe comment on l'appelle. Sauf erreur de ma part, un enseignant, et j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qu'ils font, et je partage à titre personnel la remarque sur la taille des classes, qui est un problème. Un enseignant ne peut pas aujourd'hui, ne sait pas traiter autant de données, suivre aussi bien la progression que ce que peut faire... voilà. Et encore une fois, on ne vise pas à les remplacer, les enseignants, on vise à soutenir leur pratique pédagogique. L'exemple que je vous ai donné sur les logiciels d'apprentissage de la lecture, les recommandations qui sont faites par les producteurs de ces logiciels, c'est 40 minutes sur la semaine, 40 minutes maximum. Et c'est recommandé sur la base d'études scientifiques qui ont prouvé l'utilité pour l'apprentissage de la lecture, et donc pour finalement se dire qu'on a une école qui est plus performante. Je vais vous faire réagir, Giada Pistilli, mais un mot tout de même avant cela, Christophe Caillot, sur cet argument d'Oriane Ledroit selon lesquels, dans le fond, les enseignants ne peuvent pas traiter autant de données. Déjà, voilà, en effet, l'échange devient du coup un peu plus direct, et c'est intéressant, mais ne serait-ce que quand je vous entends dire on est capable, alors qui est ce on? J'imagine que c'est nous, les entreprises, on est capable de comprendre où se situe un élève dans ses apprentissages, ou alors un enseignant ne peut pas le faire aussi bien qu'une IA. Ça vient en contradiction à ce que vous dites à côté, c'est-à-dire quand vous dites on ne veut pas vous remplacer, vous êtes quand même en train d'expliquer qu'une machine est plus performante qu'un enseignant. Et nous, ce qu'on interroge en tant que syndicat au SNES-FSU, c'est que c'est les conditions réelles du métier enseignant, en fait. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que plutôt que d'ajouter des outils qui... Vous l'avez dit, on n'a pas de recul dessus en plus. Voilà, vous sortez des études, mais en fait, voilà, tout le monde est d'accord pour dire ici, on n'a pas de recul, ça a 2 ans et demi. Il y a des études scientifiques sur les tech. Oui, il y a des études scientifiques. Elles sont contradictoires, il faut quand même Elles sont très contradictoires, vous l'avez dit. Alors, je parlais des études sur les IA génératives. Je ne parlais pas des études sur les tech. Un mot tout de même, Christophe Caillot. Est-ce que le spectre du remplacement, parce que c'est le sujet au fond, là, c'est l'éléphant dans la pièce, est-ce que le spectre du remplacement inquiète les enseignants ? Alors oui, parce que je fais des formations dans un cadre syndical, et d'habitude, une formation syndicale, il y a 30, 40 collègues qui viennent. Là, j'ai vu jusqu'à 200 collègues qui sont venus à Lille dans une formation syndicale, donc c'est quelque chose qui inquiète. Et en fait, sans arrêt, on est rassuré par la ministre, par la tech, qui nous dit on ne veut pas vous remplacer. Alors, on nous le dit déjà si souvent qu'au bout d'un moment, ça finit par être un peu suspect, parce que c'est systématique, on nous le dit tout le temps. S'il n'y avait pas du tout de danger, on ne nous le dirait pas. Et surtout, il y a des faits, c'est-à-dire qu'il y a des expérimentations déjà aux États-Unis, en Angleterre, en Corée du Sud, de classes, voire d'écoles sans prof. Et c'est ça vers quoi ça tend. Et en fait, pour une raison assez simple, mais dont on parlera tout à l'heure sans doute, c'est que si ces techs, elles veulent exister, c'est-à-dire si elles veulent faire du profit, c'est ça leur objectif, elles ont besoin, à un moment, de prendre la place des enseignants. Il n'y a pas d'autre solution. Giada Pistilli, est-ce que vous imaginez un monde, vous-même, dans lequel on pourrait articuler ce travail des enseignants, ce travail auprès des élèves, et une IA diffusée très largement et dans les classes et à la maison ? Déjà, je trouve Vous avez levé les yeux au ciel, je le précise. Je lève souvent les yeux au ciel quand je réfléchis, donc ça ne signifie pas forcément grand-chose. Mais c'est vrai qu'aussi en vous écoutant, il y a parfois une forme d'hypocrisie parce qu'on dit par exemple aux élèves qu'il ne faut surtout pas qu'ils les utilisent. Et par contre, on va doter les enseignants d'IA. Et donc, ce sont les enseignants ensuite qui doivent se servir de l'IA pour pouvoir noter les élèves, etc. Et je me souviens de cet article qui est sorti dans un journal américain il y a quelques semaines, quelques mois, qui disait justement que les élèves, à un moment, ils se sont rendus compte que, par exemple, leurs devoirs étaient notés par un système type ChatGPT. Et ils se sont dit, mais... ça n'a aucun sens parce que moi, tous les jours, on me dit que je ne dois pas m'en servir et dans le même temps, les profs et les écoles sont en train d'adopter de plus en plus ces outils. Donc, il y a une espèce de double mesure et double poids, en fait, finalement, sur quelle doit être la bonne utilisation de ces outils. Encore une fois, je pense que, comme je disais, c'est tellement en grande échelle, c'est tellement une technologie qui manque de recul que ça va être compliqué d'imaginer un cas idéal. Après, je peux imaginer des cas vraiment ponctuels, mais si on doit imaginer par exemple une adoption généralisée,
j'ai du mal à voir dans les deux cas, donc du côté des élèves et aussi du côté des profs, quelque chose qui va marcher de façon très... fluide. Smooth, j'allais dire, très lisse. Auriane Ledroit, vous avez souhaité réagir. Oui, peut-être pour compléter. Je pense que il y a un avis qui s'exprime aujourd'hui contre les IA. Nous, ce qu'on constate aussi, c'est que, par exemple, sur le cycle 2, c'est-à-dire CP, CE1, CE2, on a 50 000 enseignants qui utilisent des IA pour l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Dans l'école publique aujourd'hui. Dans l'école publique aujourd'hui. On a 50 000 enseignants. Il y a eu un financement qui a été rendu disponible par le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on a 50 000 enseignants. Voilà. Ce que je constate aussi, c'est que quand on est à l'initiative d'une tribune qui vise à nourrir le débat public sur la question des écrans, très souvent traités de manière caricaturale, et qu'on dit qu'il faut une éducation au numérique et par le numérique, à l'école, et c'est l'école qui est le lieu central pour faire cette éducation-là, on a des enseignants qui signent, on a même l'association des profs d'histoire géo, Clionautes. Donc tout ça, moi je comprends que ça titille, ça gêne, ça bouleverse un certain nombre de réflexes, un certain nombre de pratiques pédagogiques, etc. Vous dites que parce qu'il y a des volontaires, il n'y a pas de méfiance ? Non, ce que je dis, j'apporte la contradiction. Ce que je dis, en fait, et je pense que c'est propre à tout système technique qui arrive avec autant de rapidité dans une société qui n'était pas prête. J'ai longtemps travaillé sur les questions d'inclusion numérique. Je pense que le débat sur l'IA aujourd'hui, dans ces dimensions un peu caricaturales et ces dimensions d'inquiétude et de sentiment de danger, c'est le résultat de 15 ans d'absence de politique publique et d'absence de préoccupation de cet enjeu d'inclusion numérique, c'est-à-dire on a les technologies, on a Internet depuis très longtemps, on n'a pas travaillé à favoriser la compréhension de ces technologies, et pas forcément leur adoption d'ailleurs, mais en tout cas la maîtrise de ces technologies, y compris intellectuelles. Et donc on a un débat aujourd'hui qui est tendu, et donc je ne nie pas le sentiment d'inquiétude, etc. Je le prends en compte, et je le connais d'ailleurs, hein, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des usages, et il y a des enseignants qui s'en saisissent, il y a plein d'enseignants qui le font, qui le documentent, qui le partagent à leurs collègues. Alors justement, comment est-ce que vous imaginez, je vais vous poser la même question, Auriane Ledroit, comment est-ce que vous imaginez vous-même, vous qui réfléchissez sur ces questions, l'articulation entre le travail de l'enseignant et de l'intelligence artificielle dans 5, 8, 10 ans, au fond, quelles seraient les activités complémentaires de la machine et de l'humain dans ce domaine ? Je pense que, vous le dites à juste titre, c'est augmenter l'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, ce que je constate, il y a deux choses. Il y a beaucoup de tâches qui sont faites par les enseignants, qui sont chronophages et qui ne relèvent pas de la pratique pédagogique. Aujourd'hui, on a des entreprises qui travaillent justement à, d'une certaine manière, leur éviter de perdre trop de temps ou leur faciliter ce travail-là. C'est la question de la gestion des emplois du temps, ça va être la question de la notation, ça va être plein de choses comme ça. Et ça, en fait... Ça va être aussi la préparation des cours, ça va être la correction des copies, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et après, je ne sais pas si tous les enseignants doivent s'approprier ces technologies, etc. Mais elles sont disponibles. Et je crois que tous les enseignants qui s'en servent aujourd'hui en sont satisfaits, parce que sinon, ils ne s'en serviraient pas. Il n'y a pas d'injonction à le faire. Et ensuite, sur les pratiques pédagogiques, je pense que ce qui est au cœur de l'atout de l'IA, c'est la différenciation. Et aujourd'hui, juste un dernier mot, moi, je ne me satisfais pas des résultats aujourd'hui de l'école publique, qui est la plus reproductrice des inégalités dans l'OCDE. Le niveau des élèves qui est en chute libre et qui est mesuré chaque année, enfin pas chaque année mais régulièrement par le rapport PISA, qui est incapable d'inclure des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, 10% des élèves, dont le climat scolaire est pas bon et qui a un manque de profs. Mais donc la question, c'est de savoir si la technologie va inverser la tendance ou l'accélérer. Une réaction, Christophe Caillot, augmenter l'enseignant, un enseignant augmenté, comment est-ce que vous réagissez à cette image ? Ça me semble être une image très révélatrice en fait des intentions et de ce que ça charrie comme vision en fait, comme image des enseignants. C'est-à-dire que
Ce qui est derrière, c'est que s'il faut augmenter les enseignants, c'est que les enseignants actuels, ils sont insuffisants, en fait. Et d'ailleurs, ça renvoie à tous les imaginaires transhumanistes, finalement, sur l'idée d'un humain augmenté. Dire qu'il faut augmenter les humains, ça veut dire que l'humain, en soi, il n'est pas satisfaisant, en fait. Ils sont insuffisants, pardonnez-moi, ou simplement, j'allais dire, on partage tous ce constat, je l'imagine, les conditions de travail sont compliquées, les classes sont fournies en élèves trop nombreux. Voilà, les accompagner aussi dans ce travail-là. Ah oui, alors si on veut accompagner les profs, et puis les autres personnels, d'ailleurs, une fois de plus, il faut donner des conditions pour que le métier ne soit pas empêché. Qu'est-ce qui empêche le métier? Ce sont, par exemple, je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que c'est fondamental, c'est des effectifs de classe qui sont bien trop importants. Ce sont des programmes qui sont souvent ineptes. C'est la mise en place de formes d'évaluation, par exemple par contrôle continu, qui sont extrêmement anxiogènes pour les élèves, pour les familles, pour tous les personnels. En fait, c'est tout un métier empêché que nous, syndicalement, on combat et on dénonce. Et comme vous le suggériez, en fait, vous avez posé la question, le constat qui est fait sur les inégalités, la diminution des apprentissages, etc., en fait, les IA ne peuvent, à notre sens, qu'augmenter tous ces problèmes-là. En termes d'inégalités, les IA, elles ne vont pas réduire les inégalités. Même l'OCDE, dans son rapport PISA de 2015 sur le numérique, a montré que plus il y avait d'usage numérique, plus les inégalités étaient importantes. Et non pas parce qu'il y a un manque d'équipement, mais parce qu'il y a un rapport, en fait, à un type d'usage des équipements numériques qui est socialement différencié, socialement et culturellement différencié. Hors de l'école, parce que c'est là où l'école a son rôle à jouer, justement. Alors, finissez, Christophe Caillot, je vous redonnerai évidemment la parole. C'est pas évident d'être interrompu. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a ici une énorme imposture. On impose, parce que vous avez parlé, vous avez dit que les profs n'étaient pas incités, ou je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée, mais en fait, ils sont plus qu'incités. On leur impose de plus en plus des outils. C'est ça qu'on voit apparaître. Quand le ministère met 20 millions dans une IA, c'est bien qu'il a l'intention de faire en sorte que les profs l'utilisent. Giada Pistillier, on parle des enseignants, de leur rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils sont formés aujourd'hui? Est-ce que ce corps professionnel est formé, assez formé, correctement formé à l'usage de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas, j'ai pas forcément la réponse à cette question, mais peut-être un petit point avant de continuer, c'est que j'ai pas une idée figée idéologique, on va dire, sachant que peut-être ça n'a pas été mentionné, mais moi je travaille pour une entreprise d'intelligence artificielle. Je suis d'ailleurs la chercheuse industrielle pour une plateforme d'IA open source et collaborative, et qui s'appelle la Gameface d'ailleurs, qui est française aussi. Mais tout ça pour dire que je pense que, comme je disais au tout début, il y a une espèce de... tout va un peu trop vite. J'ai l'impression que c'est très sain. Ces débats, c'est fascinant, franchement, de participer à ce genre de débat et de voir les deux parties participer, parce que c'est forcément une technologie qui va transformer plein de domaines, qui va provoquer des crises. Et crise, c'est pas forcément quelque chose de négatif ou de positif. C'est quelque chose juste qui va provoquer un changement. Je pense qu'on tâtonne pour l'instant et on essaye. Peut-être quelque chose qui peut être rassurant de la part, par exemple, des enseignants. Ça pourrait être d'avoir un vrai, je ne sais pas, un vrai programme, une vraie pédagogie derrière pour se dire voilà quel est l'objectif, par exemple, de vous former à l'IA. Ça sert à ça, parce que je suis d'accord, malheureusement, c'est pour aller plus vite, c'est pour vous augmenter, c'est pour traiter plus de données. C'est un peu... je trouve que ça va dénigrer un peu la figure de l'enseignant, qui, à mon sens, c'est quelque chose que dans une société quelconque, c'est au contraire quelque chose, c'est une figure qu'on va devoir aider parce qu'ils vont former la société parce que les élèves, finalement, on en parle comme si c'était juste un petit peuple qui a même pas le droit de vote, mais en fait, finalement, on est en train de former les générations futures, les prochaines classes dirigeantes, etc. Donc, c'est pour ça que je suis un peu contre l'idée juste qu'on soit tous des cobayes et contentes, et si ça marche bien, c'est OK, si ça marche plus ou moins OK, peut-être. Et tout ça pour dire aussi, par exemple, que dans le milieu scientifique, parce que ça a été beaucoup évoqué, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que même les papiers scientifiques sont revus par des IA, donc la revue entre pairs. À aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des personnes qui doivent réviser, par exemple, votre papier pour une conférence ou un journal, qui font appel à des IA, et c'est juste catastrophique, parce qu'en fait, déjà, le résultat n'est pas bon. Déjà, ça veut dire souvent, c'est symptomatique du fait que les chercheurs ont trop de travail, en fait, ont trop de papiers à revoir, et en fait, c'est un peu le même mécanisme et les mêmes dynamiques qui existent aussi au sein des écoles.
On fait appel à des intelligences artificielles, on l'a dit, qui sont détenues, pensées, conçues par des entreprises privées et des entreprises donc qui cherchent nécessairement, j'allais dire presque c'est normal, à faire du profit. Oriane Ledroit, comment justement dans ce domaine qui est un domaine d'intérêt général, un domaine d'intérêt public, pour le service public et l'éducation, comment on articule justement, est-ce que c'est même possible d'articuler ce travail de recherche de profit et de diffusion d'une nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle? Alors c'est une bonne question. D'abord, c'est pas nouveau que l'éducation travaille avec des entreprises privées. Les manuels scolaires sont produits par des éditeurs, des éditeurs qui sont des entreprises privées. Donc, et C'est dans eux qui pensent les programmes, on dira. Oui, mais les EdTech non plus, elles sont. Alors, je vais y revenir, mais les EdTech sont contraintes dans un cadre qui est défini par l'État, tout autant que les manuels scolaires pour respecter les programmes. Mais déjà, donc, c'est pas nouveau et c'est pas le seul endroit des politiques publiques où on travaille avec des partenaires privés. Pourquoi c'est aujourd'hui nécessaire? Parce que quand on développe un outil d'intelligence artificielle à des fins éducatives, on fait le pari on investit, on fait de la recherche et développement, souvent d'ailleurs en lien avec des laboratoires de recherche, INRIA, CNRS, etc., avec des enseignants également. Mais on prend son risque, d'une certaine manière. Et l'État, sauf erreur de ma part, il prend peu son risque. Et c'est sans doute normal. Donc, que ce soit un modèle qui soit, que ce soit des produits, des logiciels qui soient pensés par des entreprises privées qui sont capables d'investir, qui sont capables d'innover, c'est ni nouveau ni problématique. Non mais l'État, pardonnez-moi, l'État, son rôle, si ce n'est pas forcément d'innover, et encore, en revanche, c'est d'encadrer, de réglementer et de suivre et d'imposer de la transparence parfois. Absolument. Également. Et donc, c'est là où je voulais en venir sur mon second point. C'est effectivement le cas. C'est-à-dire que tout logiciel aujourd'hui, et encore une fois, je parle des logiciels éducatifs, je ne parle pas de ChatGPT. Tout logiciel éducatif aujourd'hui qui est déployé dans les classes, qui est mis dans les mains d'un enseignant qui le souhaite ou des élèves, est conforme à un cadre qui est défini par l'État et notamment qui prévoit le fait d'être conforme à toutes les réglementations européennes en matière de données personnelles, RGPD, etc. Et donc c'est quelque chose qui est d'une certaine manière sécurisé. Il y a aussi un certain nombre de normes techniques qui sont imposées et c'est normal. Et toutes les EdTech, il n'y a pas une EdTech qui ne s'y soumet pas. Christophe Caillot, justement, comment est-ce que vous-même vous pensez, vous abordez cette question de l'articulation du travail éducatif avec ces entreprises? Alors, en effet, c'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais alors bon, cet argument il tient pas beaucoup parce que c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est pas inquiétant, et surtout c'est qu'il y a un phénomène qui est croissant, et avec aussi une bascule qui fait que voilà, on est sans doute passé à autre chose. C'est pas qu'une question de quantité, mais de qualité en quelque sorte. Vous avez dit tout à l'heure, Madame Ledroit, je vais vous citer, que la tech travaillait sur ce qui ne relève pas de la pratique pédagogique. Et vous avez cité la notation et la correction des copies. Et je trouve ça particulièrement problématique parce que ce sont des gestes qui sont au cœur de la pratique enseignante. Et en effet, qui font partie de ce que vise la tech parce que elle a besoin de considérer par nature que l'éducation est un marché parmi d'autres. C'est ça finalement qui est au cœur de la tech. Et c'est légitime dans une certaine vision de la société, dans une certaine idéologie. En effet, on peut estimer que c'est juste un marché parmi d'autres. Ou inversement, on peut estimer, comme nous au SNES, et puis plus largement, je pense quand même dans une grande partie de l'opinion des gens dans ce pays, c'est que c'est un service public et que ça relève du bien commun. Et que là où une entreprise, son objectif parfaitement logique, c'est de trouver des marges de profit, de trouver un modèle économique, un service public, c'est apporter... construire du bien commun et puis permettre de réduire des inégalités, c'est construire une société en fait la plus juste possible. Et là, on voit qu'il y a des choses qui rentrent en contradiction malgré toute la bonne volonté. Je ne dis pas que les gens de la tech sont méchants, mais que la recherche du profit rentre en concurrence, s'affronte avec la défense du bien commun. Je vais vous donner un exemple très récent. Il y a eu une enquête du service d'investigation de Radio France il n'y a pas très longtemps sur la qualité de l'eau, par exemple. L'eau qui est devenue privatisée, qui devrait être un bien commun. On a vu ce que ça donne. C'est quelque chose de monstrueux qui s'est passé. Vous parlez de l'enquête Nestlé notamment. Voilà, ça relève d'une forme d'empoisonnement collectif. En plus, avec des formes de complicité à certains niveaux des collectivités, voire de l'État. Giada Pistilli, est-ce que l'une des solutions, j'allais dire, le chemin de crête entre ces deux arguments, c'est peut-être de dire qu'il faut que ces nouvelles technologies soient en solution ouverte, en open source, source ouverte? Est-ce que
C'est là un chemin qui peut permettre de mettre et de la transparence et de la réglementation claire dans ce domaine. J'ai envie de dire oui. Après, il ne faut pas que ce soit quelque chose de palliatif, du type on va dire que c'est en libre accès et donc c'est bon, on a réglé le problème. Surtout sachant que, surtout dans le métier, dans le milieu de l'IA, parler d'open source, ça fait sens jusqu'à certains points. Parce que très brièvement, en fait, il y a plusieurs degrés d'ouverture et de transparence qu'un modèle et un système d'IA peut avoir à partir des données d'entraînement, par exemple, son fonctionnement, son architecture. Je vais passer les détails techniques. Or, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est de la transparence sur les données, justement. C'est ce qui a été beaucoup évoqué. On a parlé aussi d'égalité. Par exemple, la question des biais, c'est quelque chose qui est très présent dans le milieu. Et même si on en parle depuis 2019, ce n'est pas du tout une question réglée. Et c'est vrai que peut-être une solution, ça peut être le partage, dans le sens où on ouvre le plus possible ce système pour qu'il soit enquêtable, pour qu'il soit intelligible le plus possible. Mais encore une fois, et c'était aussi évoqué, ça a été évoqué au tout début, beaucoup dépend aussi de l'utilisation qu'on va en faire. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir quelque chose d'ouvert pour qu'il soit forcément bon. C'est absolument majeur, Aurélien Ledroit, cette question des biais. Comment est-ce qu'on les corrige là aussi? Comment l'articulation avec le travail de l'État peut permettre de corriger certains biais, sachant qu'on sait pertinemment qu'il est impossible de les corriger tous? Ouais, en fait, sur les EdTech, leurs logiciels sont développés en appui par des pédagogues qui intègrent en fait les biais et on n'a pas ce problème-là, en fait. Par exemple, on a je citais l'exemple des logiciels d'apprentissage de la lecture. En fait, ils sont conçus de telle sorte que, par exemple, les langues régionales, elles sont intégrées à l'IA de reconnaissance vocale. Et donc, il n'y a pas ces biais-là, il n'y a pas les biais femmes-hommes, etc., parce que c'est conçu à des fins éducatives. Et encore une fois, c'est toute la différence avec des modèles d'IA génératifs. Il n'y a pas de biais idéologique. Je pose cette question parce que Christophe Caillot, en préparant cette émission, nous a expliqué que, par exemple, qu'en utilisant ChatGPT, quand on lui demandait ce que c'était que la laïcité à la française, il en déduisait notamment, question après question, que la France n'était plus forcément une démocratie, à cause justement de cette vision de la laïcité. Vous, en EdTech, vous nous dites on n'a pas ces problèmes de biais, même en histoire, même en français, par exemple? Pas sur les logiciels qui sont conçus avec le soutien de pédagogues qui intègrent eux-mêmes un certain nombre Enfin, qui sont conscients, en fait, de ces biais-là, et c'est pas le cas de LLM, ChatGPT dont vous parlez. Je voulais juste revenir sur la question du service public et de son opérationnalité. Le service public de l'insertion professionnelle, le service public de la formation professionnelle, sauf erreur de ma part, sont opérés également par des opérateurs privés dont le but est en partie la rentabilité, mais aussi le fait d'apporter leur contribution à ce service public. Moi, vraiment, je rejette cette vision binaire d'un État qui serait le seul capable de développer du service public, de développer un certain nombre d'outils, de services qui sont à des fins d'intérêt général. Et je crois que, je citais ces exemples-là, mais il y en a des tonnes d'autres. Et dans tous les domaines, la santé c'est pareil, oui. Absolument Donc, tous les domaines des politiques publiques. Moi, j'entends qu'il y ait des revendications syndicales qui soient portées, et encore une fois, à titre personnel, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je ne suis pas loin d'être d'accord, mais ce schéma mental binaire, je crois qu'il faut y faire très attention. Il y a un certain nombre de défis auxquels l'école est confrontée, auxquels on ne répond pas. Et donc, soit on attend qu'il y ait des milliards d'euros sur l'école, malheureusement, je ne crois pas que ce soit le cas, soit on essaye, de manière pragmatique et concrète, de s'appuyer sur des outils qui ont fait leurs preuves, qui satisfont les enseignants, qui apportent des réponses utiles et concrètes à des élèves. Christophe Caillot, un mot de conclusion extrêmement court. Extrêmement court. On parlait de pragmatisme à l'instant. Le pragmatisme, c'est regarder ce que font les élèves. Ils utilisent massivement des IA génératives. C'est ça qui pose problème, politiquement, écologiquement, de manière cognitive aussi. Donc on est de l'ordre de la baisse des capacités à l'esprit critique, à comprendre, lors de la destruction de la planète, finalement, quand on utilise ces IA en soutien des technofascistes. Et donc pour nous, au SNCF-FSU, il est avant tout question de maintenir la capacité de nos élèves, des futures générations, à ne pas utiliser les IA. C'est ça qui est en jeu, plutôt que de les former forcément à les utiliser de manière névrotique, apprendre à maintenir son autonomie par rapport à ces soi-disant outils. Merci beaucoup à tous les trois, Giada Pistilli, Christophe Caillot, Aurélien Ledroit. Merci pour ce débat intense mais extrêmement fécond à mon sens. Merci. Il est Merci. presque 19h.